Alors, aujourd'hui, nous allons parler de John Locke, dont les dates sont postérieures à Hobbes, 1632-1704, et c'est, disons, un des grands représentants de l'empirisme anglais. On peut dire que c'est, disons, le représentant le plus connu, en tout cas, peut-être avec Hume, qu'on verra la semaine prochaine, le plus connu, et surtout, il se trouve comme ça dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, qu'il y a des œuvres qui font vraiment événement, et on peut dire que c'est le cas d'une de ces œuvres majeures, qui est l'essai philosophique sur l'entendement humain. Donc ça, il faut bien se rappeler ce titre, essai philosophique concernant ou sur l'entendement humain, puisque c'est l'œuvre majeure de Locke, et cette œuvre a eu, dès sa parution, un retentissement immense. Et encore aujourd'hui, c'est l'œuvre majeure que l'on cite, pas simplement de Locke, mais de l'empirisme anglais. Donc, nous allons, justement, je vous ai fait photocopie d'un petit extrait de cet essai philosophique, puisqu'il va susciter beaucoup de questionnements, il va susciter un engouement très très important. Il est paru en 1690. L'essai sur l'entendement humain, 1690, il a été constamment réédité, et dès 1692, donc dès sa parution pratiquement, il était devenu l'ouvrage de base de l'enseignement philosophique dans une institution fort célèbre qui était le Trinity College de Dublin. Donc c'est assez rare qu'une œuvre comme ça, dès qu'elle paraisse, soit la base d'enseignement d'une institution aussi réputée. Et au siècle suivant, la philosophie des Lumières lui a fait un accueil vraiment enthousiaste. Alors, vous connaissez le grand enthousiaste qu'était Voltaire. Voltaire va dire de Locke, « Jamais il n'eût fut peut-être un esprit plus sage, plus méthodique, un logicien plus exact que Locke. » Donc, grand compliment pour Locke. Cependant, toujours cependant, il n'était pas un grand mathématicien. Donc là, disons, c'est une louange un petit peu avec un petit bémol, et ça fait allusion évidemment à Descartes, dont évidemment la méthode, elle aussi fait sensation, mais qui lui était un grand mathématicien, tout au moins aux yeux de Voltaire. On dit aussi que Voltaire aurait eu cette parole que entre Platon et Locke, il n'y avait rien en philosophie. Donc on connaît les paroles toujours très mesurées de Voltaire, mais bon, disons que entre Platon et Locke, rien qui vaille aux yeux de Voltaire la peine d'être étudié, ça en dit long sur quand même l'immense considération qu'avait Voltaire pour John Locke. Donc c'est un demi-siècle seulement après Descartes que Locke s'exprime, puisque, pour faire un peu un parallèle, le discours de la méthode paraît en 1637, donc 1690 pour l'essai sur l'entendement humain, 1637 pour le discours de la méthode, et les méditations métaphysiques de Descartes, c'est 1640. Donc 50 ans, il paraît 50 ans après les méditations métaphysiques de Descartes. Et on peut supposer que cet essai sur l'entendement humain a été rédigé en grande partie en réponse à la vision de Descartes. Donc on va
pas avoir une controverse, une polémique avec Descartes, puisque là, c'est trop tard, hein, c'était bien pour Hobbes, mais pour Locke, c'est trop tard. Par contre, Locke va s'adresser, disons, à Descartes, va répondre à Descartes. Donc ça, c'est une grande partie de sa motivation, hein, dans son essai. Et aussi, il veut répondre à un courant qui est assez important en Angleterre à l'époque, qui est celui de Cambridge, avec l'école platonicienne de Cambridge. Lui va faire ses études à Oxford, Locke, et donc il y a à cette époque une rivalité, une opposition entre ces deux grandes écoles d'Oxford et Cambridge, Cambridge étant à dominante platonicienne et Oxford à dominante aristotélicienne. Donc Locke va répondre à Descartes, mais aussi va combattre les visions platoniciennes de Cambridge. Et c'est très touchant de lire que Locke cherche à être utile à l'existence sociale des hommes. C'est quelqu'un qui se méfie des grandes théories, de l'abstraction, hein, comme on va le voir, des idées générales. Il les a en grande méfiance, disons, et il veut surtout être utile à son époque. Il veut faire œuvre utile. Et il dit dans cet essai, et ses autres œuvres, hein, je veux faire œuvre moralement utile. Hein, vous vous rappelez que l'Angleterre traverse une période extrêmement troublée, complexe, violente, et il veut apporter des éléments concrets aux hommes qui leur soient directement utiles. Et en cela, il fait une petite pique indirecte à Descartes, qu'il considérait beaucoup trop dans l'abstraction et dans la solitude, c'est-à-dire de faire ses recherches un petit peu tout seul, dans son exil hollandais, sans chercher à apporter ces éléments directement utiles à ses concitoyens. Alors, bon, ça c'est une petite introduction. Quelques éléments sur sa vie, puis on va attaquer sa pensée. Alors, il est né donc en 1632, pour la petite histoire, la même année que Spinoza. Hein, vous voyez, c'est une période riche en philosophes. Et durant ces 30 premières années, il a été clerc. Et il était en fait au départ destiné à une carrière ecclésiastique. Et en fait, il y a eu une bifurcation, puisque pendant les 30 années suivantes de sa vie, eh bien, il n'a pas été ecclésiastique et il a été au cœur de tous les événements politiques et sociaux de son pays. C'est donc à plus de 50 ans qu'il devient célèbre, et c'est autant un homme d'action qu'un homme de réflexion, c'est ce qu'on peut retenir de Locke. Donc, il est issu d'une famille de marchands, d'artisans, et sa famille le destine donc à être religieux. Et c'est pour ça qu'il entre à Oxford en 1652, et il y reste 15 ans, donc quand même pas mal de temps, d'abord comme étudiant, et ensuite comme professeur, comme tuteur. Il va renoncer à faire sa théologie. Il renonce à faire sa théologie et il fait des études de médecine. Et il va publier des travaux sur l'anatomie, sur l'art médical, tout préoccupé qu'il est, vous voyez, des éléments vraiment concrets. Il s'occupe aussi de politique religieuse et il écrit un essai sur la tolérance, donc qui est un essai célèbre, essai sur la tolérance, qui donnera en 1689 3 lettres sur la tolérance, 3 lettres différentes sur la tolérance, qui auront un immense retentissement en Europe. En 1665, il entre au service d'un comte anglais, comme médecin, vous voyez, médecin
et il va lui servir en fait de secrétaire, ce qui lui laisse du temps pour étudier, pour écrire. Le problème, c'est que ce comte va avoir une vie extrêmement mouvementée, et donc en tant que secrétaire, il va en subir les contre-coups, puisqu'il va devoir le suivre, et ce qui explique qu'il fera en France deux grands séjours. Vous rappelez que Bacon, Hobbes avaient passé aussi pas mal d'années en France. Bon, c'est le cas aussi de Locke, et notamment son plus grand séjour se fera à Montpellier, puisque à Montpellier il y a la grande université fort réputée de médecine, et elle l'était déjà à l'époque, et donc il va passer 4 ans à Montpellier. Ensuite, il va se réfugier en Hollande avec son protecteur jusqu'en 1688. Donc vous voyez que la Hollande est une terre d'accueil pour les philosophes un petit peu persécutés, comme Descartes. Et il va raconter comment lui est venue cette idée d'écrire cet essai philosophique sur l'entendement humain. Il dit qu'il discutait avec quelques amis qui étaient réunis chez lui, et il s'est avisé tout à coup que pour avancer, pour apporter sa pierre sur la question des principes de la morale et de la religion, qui était un grand sujet à l'époque, il était nécessaire avant tout d'examiner nos moyens de connaissance. C'est-à-dire qu'au lieu de se consacrer à l'édifice d'un savoir, ce qu'il va laisser à d'autres, de manière assez modeste, il va surtout être préoccupé par bien connaître quels sont réellement nos moyens, les moyens de notre entendement. Qu'est-ce que l'on peut connaître ? Vous connaissez la fameuse phrase de Kant, « Que puis-je connaître ?» Eh bien, Locke, avant Kant, va se poser cette même question. Avant de savoir quels sont les éléments que je vais pouvoir comprendre, connaître, quelles sont les conditions du savoir, quelles sont les conditions de la connaissance. Donc, voir quels sont les objets que notre entendement est capable d'atteindre ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que notre entendement est capable d'atteindre et qu'est-ce qu'il n'est pas capable d'atteindre. Vous voyez, il est vraiment préoccupé par la source même de la connaissance avant même l'objet de la connaissance. Qu'est-ce que l'homme peut comprendre, peut connaître, peut savoir. Et donc ça c'est il dit, bon, c'est en discutant avec des amis qu'il est venu à cette nécessité de réfléchir sur ce sujet, et il va mettre 20 ans à partir de là à rédiger ce travail. Et à partir du moment où il sera édité, en 1690, eh bien, il sera constamment réédité, et il va retoucher de manière très méticuleuse les éditions successives. À tel point que ce qui est écrit dans l'essai, donc concernant l'entendement humain, constitue la référence, le langage obligé, au moins à son époque, de toute entreprise philosophique. Ça va devenir la référence incontournable. Leibniz, qui est son contemporain, va lui répondre. C'est pour ça que Leibniz va écrire les nouveaux essais de l'entendement humain, parce que Leibniz va répondre à Locke. Voltaire va écrire les lettres anglaises, là aussi en réponse à Locke. Et la manière dont les philosophes empiristes qui vont suivre, Berkeley et Hume, vont se définir, eh bien ce sera avec ou contre lui, mais ce sera toujours en référence à ce qu'il aura apporté. Tout ça pour dire que cette œuvre de Locke a eu un immense rayonnement, un immense retentissement, et est devenue vraiment une référence incontournable, notamment les 2 petits extraits là que je vous ai donnés, qu'on va voir tout à l'heure. Bon, il va s'intéresser aussi beaucoup à la politique,
beaucoup à la politique, et il va écrire 2 traités du gouvernement civil qui vont connaître là aussi des éditions successives. Il va publier ses pensées sur l'éducation et un ouvrage sur la religion, sur la croyance et la religion, le christianisme raisonnable, qu'il va faire paraître de manière anonyme, pour être prudent, en 1695. Il va être l'objet d'un certain nombre de critiques, notamment au niveau religieux. Il va être accusé d'être socinien. Alors, c'est pas forcément évident de savoir ce que c'est que d'être socinien. Il y avait des protestants italiens qui s'appelaient Socini, qui refusaient de croire à la Sainte Trinité. Et donc, on va accuser Locke de ne pas croire à la Sainte Trinité, à cause de ce qu'il va écrire sur Dieu. Et donc, il va être persécuté, pourchassé. Et il va se défendre en écrivant un texte qui s'appelle « Défense du christianisme raisonnable ». Donc il va être obligé de s'expliquer sur sa vision de Dieu. Il va connaître ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, en 1688 et 1689, qui va voir l'instauration de la monarchie constitutionnelle, la fameuse monarchie constitutionnelle anglaise. Donc c'est de son vivant que ceci va se passer. Et il va lutter toute sa vie contre ce qu'il appelle une sorte de théocratie anglicane, qui veut que le roi ait à la fois le pouvoir temporel et spirituel. Et vous allez voir qu'au niveau politique, il va apporter des éléments extrêmement importants et très différents de la vision de Hobbes sur l'homme. Donc il va combattre le pouvoir absolu, de droit divin du monarque, et il va donc apporter des éléments très importants qui seront ensuite repris par la Révolution française. Donc vous voyez, c'est ce qu'on avait vu déjà la semaine dernière, de voir à quel point ces philosophes anglais vont être précurseurs d'un certain nombre de visions qui ensuite seront repris et amplifiés peut-être par la Révolution française, mais c'est une paternité qui n'est pas toujours reconnue. Par les Français, je veux dire. Et pour cause. Alors, donc, quelles sont ces interrogations à Locke ? Il est frappé, comme lors de cette discussion avec ses amis, par la diversité des opinions, par la multiplicité, par la diversité des opinions. Et par rapport à ça, il se demande si l'esprit des humains est aussi différent d'un homme à l'autre que ne le sont les opinions et les sens, surtout. Il dit, l'esprit est-il aussi différent d'un homme à l'autre que le palais et le goût, c'est-à-dire les sens. Et il va donc, comme je disais tout à l'heure, laisser à d'autres le soin d'élever l'édifice du savoir, pour se proposer d'étudier l'esprit comme instrument de ce savoir. Puisque il dit qu'avant de construire la maison du savoir, il faut s'attaquer et s'attacher à la qualité des fondations. Et que pour faire de bonnes fondations, il faut nettoyer le terrain. Et donc enlever, dit-il, c'est très concret, les quelques ordures qui sont dans le terrain. Sinon, si on ne s'occupe pas du terrain et des fondations, eh bien, le savoir qui sera construit ne sera pas légitime. Et c'est un petit peu la critique qu'il va adresser à Descartes de cette trop préoccupé du savoir, de construire un édifice savant, voire abstrait,
au lieu de s'être préoccupé des conditions humaines de ce savoir. Donc lui sera toute sa vie préoccupé par l'étude de cet esprit comme instrument du savoir. Quelle est la nature et quelles sont les limites de l'entendement humain? Donc, il considère sa réflexion et son œuvre comme une propédeutique, comme une préparation au savoir. Pas comme un savoir en tant que tel, mais comme une préparation indispensable au savoir pour éviter de tomber dans l'illusion ou dans les idées erronées. Et le texte qu'on verra sur les idées particulières et les idées générales est très significatif à ce titre, puisqu'il se méfie comme la peste des idées générales. Parce que pour lui, ce ne sont que des fictions, ce ne sont que des illusions, puisqu'il n'y a que d'idées particulières et singulières. Et avec ça, vous avez vraiment le cœur d'une vision empiriste qui va même quelque part montrer l'immense difficulté, voire parfois l'impossibilité d'une réelle méthode inductive. C'est-à-dire d'une possibilité de remonter du singulier ou du particulier au général. Et là-dessus, c'est assez décapant, l'œuvre de Locke, parce qu'il nous montre tous les obstacles, ou les pièges, ou les illusions dans cette montée, dans cette remontée du particulier au général. Donc, quelle est la nature de l'entendement humain? Quelle est la nature de l'esprit humain? Et quelles sont ses limites? Et je le cite, « Les hommes, étendant leurs recherches au-delà de leurs capacités et laissant leurs pensées s'égarer dans ces profondeurs où ils ne peuvent plus trouver aucun point d'appui, il n'est pas étonnant qu'ils posent des questions qui n'aboutissent à aucune solution claire et qui sont seulement propres à les convaincre d'un parfait scepticisme. » Donc, dit autrement, les hommes vont conduire leurs pensées dans des profondeurs, de toute façon, où ils n'ont pas de repères, qui les dépassent. Et donc, ils vont se poser des questions où ils n'auront aucune réponse. Mais comme ils n'accepteront pas de ne pas avoir de réponse, ils vont imaginer des réponses, ils vont s'accrocher à ces réponses en pensant qu'elles sont le fruit d'une réelle pensée profonde, alors qu'en fait, ce n'est qu'illusion. D'où cette idée qu'en fait, la meilleure solution, parfois, c'est de rester dans un certain scepticisme, c'est-à-dire prudence, vis-à-vis, moins, des généralisations, des grandes idées, des idées générales ou des idées abstraites. Donc, il va adopter le point de vue, ce qu'on appelle parfois une psychologie empirique, c'est-à-dire partir vraiment des expériences qu'on a vues la semaine dernière, des sensations, des expériences, des expérimentations concrètes, et il va relever aussi qu'il y a souvent une inadéquation entre les idées ou les pensées et le langage, c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment à notre disposition de mots pour signifier exactement le contenu de nos pensées. D'où l'utilisation de mots approximatifs, alors que parfois les pensées seraient plus fines, plus subtiles, mais que nous n'avons pas les mots pour les exprimer. Donc il va beaucoup s'intéresser à cette nécessité de travailler le mieux possible le langage. Et il va concevoir, il va émettre ce concept d'idées, d'avoir des idées déterminées. Comme il dit, « Je sais qu'il n'y a pas assez de mots dans aucune langue pour répondre à la grande variété des idées qui entrent dans nos discours et nos raisonnements.
Ceci, dit-il, exige une discipline très stricte de la part de l'homme qui parle, c'est-à-dire qui utilise le langage. Lorsque quelqu'un use d'un terme, il doit avoir une idée déterminée dont ce terme est le signe et à laquelle ce terme doit être rapporté fidèlement pendant tout le discours. Donc, il va parler d'idées déterminées. On doit avoir des idées déterminées. Alors, c'est un mot qui n'est pas forcément simple, mais qu'il va opposer au fameux concept de Descartes d'idées claires et distinctes. Et il va mener une critique en règle de cette notion de Descartes des idées claires et distinctes. L'homme, dit-il, qui ne procède pas de cette façon, c'est-à-dire d'avoir des idées déterminées. Oui, je vais l'expliquer. Elle n'est pas évidente. L'homme qui ne procède pas de cette façon prétend en vain avoir des idées claires et distinctes. Donc, dit, on se gargarise avec ce concept cartésien d'idées claires et distinctes, mais, comme il dit, les idées claires et distinctes sont en effet beaucoup moins claires et distinctes qu'on ne le dit. Je préfère l'idée déterminée à l'idée claire et distincte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée déterminée? En quoi elle est différente de l'idée claire et distincte? Tant qu'on ne s'est pas interrogé précisément sur leur nature et leur origine, les idées ne peuvent pas être déterminées. C'est-à-dire, une idée déterminée est une idée dont on s'est interrogé précisément, profondément sur sa nature et sur son origine. Sa nature, mais surtout, vous voyez ce qui intéresse Locke, son origine. D'où vient cette idée? Et ce qu'il va reprocher à Descartes, c'est de s'être trop intéressé sur l'aboutissement ou le résultat, qui est l'objet de la méthode, de découper un problème en sous-problèmes plus simples pour arriver à des idées claires et distinctes. Il dit c'est joli d'arriver à ces idées claires et distinctes, mais si on ne s'est pas interrogé sur d'où viennent ces idées claires et distinctes, qui les a produites et dans quelles conditions et avec quelles limites, on peut prendre pour idées claires et distinctes ce qui n'est que confusion. Et on ficelle bien, vous vous rappelez une des illusions de Bacon, c'était l'artifice de présentation. On ficelle bien la belle idée, et comme beaucoup de gens vont être d'accord, vont adhérer à cette idée, ça va renforcer la puissance de l'idée claire et distincte, et tout le monde va répéter l'idée claire et distincte, alors que pour Locke, il dit, tout ça, ça n'a rien de clair ni de distinct. Et il va reprocher, en fait, à Descartes une sorte de verbalisme qui est le même reproche que Descartes faisait à la scolastique médiévale, c'est-à-dire de parler trop en concept abstrait, de se piquer de clarté et d'évidence, en fait, alors qu'en fait, pour Locke, tant qu'on ne s'est pas interrogé sur la nature et les limites de l'entendement, on se fourvoie. Et ce n'est pas simplement qu'on trompe les autres, mais on se trompe aussi soi-même, en pensant y voir clair, avoir un outil, disons, d'approche du réel, grâce à la méthode cartésienne, alors qu'il n'en est rien. On est tout autant prisonnier de l'illusion. Donc c'est fort ce qu'il va dire. Quand on met Descartes parmi idées claires et distinctes. Pardon? Quand on met Descartes lui-même oui. parmi idées claires et distinctes, peut-être c'est la même chose qu'une idée. Le fait par rapport à un grand sujet, de pouvoir le découper en autant de morceaux, de parties, sur lesquels on pourrait avoir une approche claire et distincte, c'est-à-dire évidente. Par exemple, le principe d'identité et de non-contradiction est une idée claire et distincte, c'est-à-dire A ne peut pas être A et non A. Voilà un exemple d'idée claire et distincte.
Alors, par rapport à cet exemple de principe d'identité ou de non-contradiction, Locke va se dire, c'est pas parce que la plupart des humains adhèrent à ce principe qu'il est vrai. Parce que pourquoi les enfants ne disent pas la même chose? Pourquoi un certain nombre de peuples primitifs, pourquoi un certain nombre de personnes, comme il dit, débiles mentaux, n'utilisent pas ce principe de non-contradiction, ce principe d'identité? C'est donc bien qu'il faut s'interroger sur d'où vient cette idée, ce principe d'identité, de non-contradiction. Et donc il remet en cause la source de cette idée claire et distincte. Pour Descartes, le principe d'identité, de non-contradiction, qui sera très important en sciences jusqu'à pas longtemps, et qui l'est encore, tombe sous le sens, est évident. Donc ça fait partie des choses qu'il n'y a pas à prouver, parce qu'il y a une sorte d'évidence, de clarté, qui fait que tout le monde va adhérer. Voilà, alors on va y revenir. Ça va, hein? Donc là, il attaque vraiment le corpus de Descartes là-dessus. Et il dit, tant qu'on ne s'est pas interrogé précisément sur la nature et l'origine donc de ces idées, on se fie à une évidence subjective. On ne sort pas de la subjectivité. Simplement, on est subjectif, mais on se croit objectif. Les vieux sophismes, dit-il, renaissent dès que nous manquons le contrôle quasi expérimental de l'origine de nos idées. On se fie à une subjectivité. Une évidence subjective. C'est évident, donc ça a l'apparence, l'odeur, le goût, tout ce que vous voulez de l'objectivité, mais ça reste de la subjectivité. Simplement, ça a la puissance de l'objectivité. Et surtout si la plupart des gens adhèrent, ça empêche de le remettre en cause. Ce qui explique aussi l'inertie dans les mentalités d'un certain nombre d'idées comme ça, claires et distinctes, qui semblent évidentes, mais c'est le grand mérite, de mon point de vue, de Locke, est d'attaquer ce sujet de l'évidence subjective. Donc, il faut arriver à une correspondance aussi entre les mots et les idées déterminées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est interrogé sur l'origine de l'idée, il va falloir trouver le mot le plus adéquat. Et cette correspondance n'existera pas tant que l'on ne se sera pas débarrassé de ces prétendues idées claires qui ne se rapportent à aucun fait actuel et de ces vérités qui ne peuvent être testées par l'expérience. Donc là, évidemment, c'est la grande force des empiristes de dire rien ne peut être affirmé qui n'ait été testé par l'expérimentation, par l'expérience. Sinon, c'est un concept, et là, il met en évidence cette idée d'utilité. Ces concepts ne sont pas utiles aux hommes, voire néfastes. Donc, Descartes, dit-il, affirmait que tout ce que nous reconnaissons clairement et distinctement appartenir à une chose lui appartient en effet. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de la conscience pensante, de l'homme pensant, qui fait que s'il voit quelque chose, s'il pense quelque chose clairement et distinctement, cette chose est claire et distincte, alors que Locke répond: pour avoir une idée juste des choses, il faut amener l'esprit à leur nature inflexible et non pas s'efforcer d'amener les choses à nos préjugés. Qui ? Locke, justement, disons, il met le doigt sur le problème. Après, on va voir que les réponses, elles sont pas aussi tranchées, elles sont pas aussi claires et distinctes qu'on le veut bien. Mais voilà. Alors, il va faire la critique de ce qu'on appelle l'innéisme. C'est un mot savant, parlant de langage, innéisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait en l'homme des principes
inné. Donc, Locke, ce qu'il faut une chose à retenir, c'est sa critique de l'innéisme. Et il dit « C'est une opinion bien établie parmi certains hommes qu'il y a dans l'entendement certains principes innés, imprimés en l'esprit de l'homme dès son arrivée dans le monde. » Alors, ça, c'est la grande question. En fait, c'est la grande question qu'on avait vue avec l'image de la cire. Est-ce que l'homme arrive au monde vierge, donc avec cette fameuse image de la table rase, ou du papier blanc, white paper, ou bien, et donc que tout ce qu'il va acquérir, il va l'acquérir par l'expérience, par les sens, par l'expérimentation, ou bien arrive-t-il avec un certain nombre, pas forcément d'idées innées, mais de principes. Il faut bien faire le distinguo. C'est pas ce que reproche Locke à la vision de l'innéisme, pas que l'homme arrive avec des idées innées, mais des principes, c'est-à-dire des éléments structurants en fait, avec lesquels il arriverait au monde. Des schèmes, des schémas, des scénarios, pas des idées, mais des principes. Est-ce qu'on pourrait pas dire, par exemple, la génétique moderne a prouvé qu'effectivement l'homme ne vient pas comme chez Abraham. Oui. Alors, bon, là, on est bien sûr, disons. Après, il y a toutes les découvertes aujourd'hui, disons, au moins, la question continue à être posée. Alors, la génétique se pose un certain nombre de questions, apporte un certain nombre de réponses dans le génome, évidemment, ça. Mais la question philosophique peut-être demeure encore. Disons, c'est la grande question. Quand on dit être platonicien, être aristotélicien, pour Platon, vous vous rappelez, tout le courant platonicien, ces archétypes, ou ces idéaux, ces idées préexistent. C'est-à-dire que l'homme arrive au monde avec. Alors après, il les actualise, il les exprime ou pas, ça c'est sa liberté, disons, sa marge de manœuvre. Mais il arrive avec. C'est ces grands schèmes. Comment ? Non, c'est pas des idées, c'est des principes. C'est pour ça qu'on parle d'archétype. Arché, c'est ce qui est à l'origine, c'est ce qui est structurant. Archétype. Tu penses, c'est les espèces d'idées, de schémas originels, des scénarios. Après, toute la question est de savoir comment les hommes vont faire vivre ces scénarios ou pas. D'où cette idée de réminiscence. Toute la vision platonicienne de la réminiscence est bien cela, c'est-à-dire de se rappeler de choses avec lesquelles on est arrivé mais qu'on a oubliées. Parce que c'est pas parce qu'on les a qu'on s'en sert ou qu'on les a à la conscience. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, le premier livre en fait de l'essai est une critique du savoir inné en l'homme. Et là donc, je vous ai photocopié le texte, le plus connu peut-être, qui explique cette notion de table rase. Alors, donc là c'est vraiment le cœur même de sa vision, avec ce qu'on verra tout à l'heure sur les idées simples, les idées complexes. Supposons donc au commencement, l'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère, sans aucune idée, quelle qu'elle soit. Comment vient-elle à recevoir des idées ?
Par quels moyens en acquiert-elle cette prodigieuse quantité que l'imagination de l'homme, toujours agissante et sans bornes, lui présente avec une variété presque infinie? D'où puisse-t-elle tous ces matériaux qui sont comme le fond de tous ces raisonnements et de toutes ces connaissances? À cela, je réponds en un mot, de l'expérience. Voilà, il n'y a pas plus clair. Enfin, on va dire clair, mais il n'y a pas plus net. C'est là le fondement de toutes nos connaissances, et c'est de là qu'elles tirent leur première origine. Les observations que nous faisons sur les objets extérieurs et sensibles, ou sur les opérations intérieures de notre âme, que nous apercevons et sur lesquelles nous réfléchissons nous-mêmes, fournissent à notre esprit les matériaux de toutes ces pensées. Ce sont là les deux sources d'où découlent toutes les idées que nous avons ou que nous pouvons avoir naturellement. Donc quand il dit « tout ce que l'homme possède comme idée vient de l'expérience », il parle de deux types d'expérience. L'expérience externe, avec donc la confrontation des sens, de nos 5 sens au monde, et les expériences internes, c'est-à-dire les expériences, les opérations intérieures de notre âme. Donc après, il va développer qu'est-ce qu'on entend par expérience externe, qu'est-ce qu'on entend par expérience interne. Donc voilà, ça peut être pris comme la charte de l'empirisme, de la méthode empirique. Table rase et tout ce qui vient, c'est de l'expérience, c'est comme ça que l'homme se construit. D'où évidemment l'énorme importance de l'environnement. Parce que c'est ce qui va déterminer la construction humaine. L'environnement, l'éducation, etc. Donc vous comprenez pourquoi il a écrit un traité sur l'éducation, puisque évidemment c'est... Mais l'âme, pour lui, c'est l'esprit. L'âme, des idées. Il nous manque les mots. Il nous manque les mots, dirait Locke. Cette différence. Alors, je vous avais dit, il y a aussi un problème de traduction avec mind, le mot mind, qui est traduit par esprit, mais qui ne recouvre pas ce que nous entendons en français toujours par esprit, qui est plus concret. Alors, premièrement, alors, il va donc développer ce qu'on appelle la notion des idées simples, qui sont soit à base de sensations, soit à base de réflexion. Premièrement, nos sens étant frappés par certains objets extérieurs, font entrer dans notre âme plusieurs perceptions distinctes des choses, selon les diverses manières dont ces objets agissent sur nos sens. C'est ainsi que nous acquérons les idées que nous avons du blanc, du jaune, du chaud, du froid, du dur, du mou, du doux, de l'amer, et de tout ce que nous appelons qualité sensible. C'est-à-dire, quelqu'un n'a aucune idée du blanc, du chaud, du froid, du dur, du mou, sans qu'il l'ait d'abord expérimenté. Et donc, il n'y a pas, évidemment, préimprimé dans l'âme humaine l'idée du blanc, ou l'idée, vous vous rappelez les dialogues platoniciens où Socrate cherchait toujours l'idée. Bon, là, nettement, c'est pas la peine de la chercher, puisqu'elle n'y est pas, cette idée, puisqu'il ne pourra l'acquérir que s'il le vit, s'il l'expérimente. Et s'il ne l'expérimente pas, eh bien, c'est quelque chose, c'est un critère, un sens qu'il n'aura pas. Est-ce que donc il s'oppose à Socrate? Ah oui, bien entendu. Oui. Oui, enfin, à Platon, surtout. Mais par l'intermédiaire de Platon, à Socrate, oui. Ah oui, là, c'est, je dirais pas diamétralement opposé, mais pas loin. Il n'y a pas de monde des idées. Non. Non. Il y a table rase.
Donc, l'âme humaine arrive au monde, non même pas comme ça, mais comme une feuille blanche, feuille blanche, sur lesquelles les expériences vont imprimer les choses, mais il n'y a rien de préexistant. Donc, là, on a vraiment, je crois, de manière la plus squelettique, la formulation de ce qui va opposer depuis 3000 ans nos philosophes occidentaux, quoi. Enfin, hein, sur cette existence ou pas d'une réalité, on va dire, transcendante, hein, ou préexistante, l'essence ou l'essence ou l'existence. La statue de Condillac, je crois que c'est la même thèse, la même théorie. On est comme une statue, et puis petit à petit, c'est l'environnement qui l'a créé. Alors, l'exemple de la statue, beaucoup l'ont employé. Oui. Plotin, qui est un néoplatonicien, va utiliser l'image de la statue pour expliquer le beau. Et il va dire, de toute façon, l'artiste qui sculpte une statue, il a déjà en tête l'image de ce qu'il veut réaliser, qui est déjà préexistant en lui, et donc tout ce qu'il a à faire, ou la seule chose qu'il a à faire, c'est d'enlever ce qu'il y a en trop dans le bloc de marbre, parce qu'il a déjà, pas simplement l'image, mais l'idée de la statue qu'il veut faire. Alors, justement, par rapport à l'image de la statue, Leibniz, qui veut essayer de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire de concilier Locke et la vision platonicienne, va dire oui, mais en fait, dans la statue, l'homme est une statue de marbre, mais dans ce bloc de marbre, il y a des veines. Vous voyez, c'est très joli, il y a des veines, et donc en fait après l'homme doit sculpter, mais en utilisant les veines, hein, ce qu'on appelle à la pierre les lignes de fracture, mais elles sont déjà là, les veines. Alors tout le problème de savoir, c'est dans ce bloc de marbre, y a-t-il les veines, hein, selon lesquelles on peut sculpter, ou n'y a-t-il pas de veines? Donc c'est une jolie image que Leibniz a employée pour dire oui, mais quand même, moi je crois qu'il y a des veines. Et donc il y a quelque chose de préexistant, disons, dans ce bloc, qui fait que si on tape le long de la veine, évidemment, la statue va émerger. Et si on tape à côté, les zones de fracture. Bon, ça c'était par rapport à la statue. Alors, donc, nos sens, dis-je, font entrer toutes ces idées dans notre âme, par où j'entends qu'ils font passer des objets extérieurs dans l'âme, ce qui produit ces sortes de perceptions. Et comme cette grande source de la plupart des idées que nous avons dépend entièrement de nos sens, et se communique par leurs moyens à l'entendement, je l'appelle sensation. Donc, nos idées viennent en grande partie de nos sensations. Première source. L'autre source d'où l'entendement vient à recevoir des idées, c'est la perception des opérations de notre âme sur les idées qu'elle a reçues par les sens. Donc il y a des idées simples, hein, qui sont en fait des sensations, et puis il y a après une opération quand même intellectuelle, hein, ou mentale, un peu plus subtile, à partir des idées issues des sens. J'appelle une perception, ou le fait de se rendre compte, hein, d'être conscient qu'on ressent telle ou telle chose. Ces opérations, qui devenant l'objet des réflexions de l'âme, produisent dans l'entendement une autre espèce d'idée que les objets extérieurs n'auraient pu lui fournir. Telles sont les idées de ce qu'on appelle apercevoir, penser, douter, croire, raisonner, connaître, vouloir, et toutes les différentes actions de notre âme, de l'existence desquelles étant pleinement convaincus, parce que nous les trouvons en nous-mêmes, nous recevons par leurs moyens des idées aussi distinctes que celles que les corps produisent en nous lorsqu'ils viennent à frapper nos sens. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a donc une deuxième type d'opération, hein, au-delà des sensations, c'est ce travail de réflexion,
à partir des sensations, à partir des idées sensations. Simplement, il faut bien voir que la source, de toute façon, c'est la sensation. Parce que ce travail mental à partir des idées sensations, s'il n'y a pas d'idées sensations, il n'y a pas de travail mental. Il y a de ce travail de réflexion. Ça veut dire que le travail de réflexion, de toute façon, dépend des sens. Donc, de toute façon, même si c'est des idées complexes, avec des relations, avec disons une réflexion plus subtile, de toute façon, ça dépend, in fine, toujours des sens, de la sensation. C'est pour ça que certains vont accuser Locke de vraiment être trop dans cette psychologie empirique ou subjective. C'est-à-dire de ne pas finalement apporter un tout petit peu de verticalité ou de transcendance dans ce monde empirique où tout de toute façon n'est que subjectif. Et où donc effectivement on ne peut rien dire qui soit général, puisque tout est une expérience singulière, particulière. Alors, ce qui serait intéressant, là on va peut-être pas avoir le temps de le faire, mais c'est de voir quelle a été la critique de Husserl par rapport à Locke. Husserl, puisque Husserl est le fondateur de la phénoménologie, et ce que je trouve très intéressant, c'est plus que les critiques des platoniciens, parce que les critiques des platoniciens, on peut à peu près savoir quelles sont-elles, ou plus tard les critiques des kantiens. Mais la critique de Husserl vis-à-vis de Locke est intéressante, parce que lui, phénoménologue, s'intéresse beaucoup aux phénomènes, aux sensations, mais il va reprocher justement à Locke trop de subjectivisme, de rester trop dans ce monde psychologique, subjectif, et ne pas suffisamment s'intéresser au sens, au sens des choses, pas au sens sensible, mais à la direction, à la visée de ces sensations. Donc, bon, là, je vous donnerai quelques éléments sur cette critique de Husserl vis-à-vis de Locke, parce qu'elle est un peu subtile, elle est complexe, mais on voit bien là, disons, sorte d'extrémisme de Locke que reproche Husserl, dans cet empirisme subjectif, où finalement, tout étant sensation et subjectivité, on ne peut pas, comme il le dit dans l'autre texte, avoir d'idée générale. Donc on ne peut que penser singulier. Peut-il croire en Dieu devant cette thèse? Ah, alors Dieu, c'est une autre histoire. Là, il y a toute une explication sur l'idée. Alors là, cette fois, une idée innée de Dieu. Alors, ah oui, mais de toute façon, il y a des contradictions dans l'œuvre de Locke, comme dans toute œuvre philosophique, et il y a des contradictions, et Dieu en est une peut-être, et puis il y a aussi de multiples interprétations différentes qui ont été faites de cette œuvre. Donc, effectivement, Dieu serait là une idée innée. Alors, donc simplement pour finir avec cette histoire de réflexion, comme j'appelle l'autre source de nos idées sensations, je nommerai celle-ci réflexion, parce que l'âme ne reçoit par son moyen que les idées qu'elle acquiert en réfléchissant sur ses propres opérations. Donc là, vous voyez, il y a ce terme de réflexion qui est à prendre au sens premier du terme. On réfléchit, c'est-à-dire on fait miroir à ces idées, sensations, on réfléchit dessus, et ça fait donc un certain nombre d'opérations mentales qu'il appelle les idées réflexions. Donc il y a les idées sensations et les idées réflexions à partir de ces idées sensations. À la fin, l'entendement ne me paraît avoir absolument aucune idée qui ne lui vienne de l'une de ces deux sources. Vous voyez, l'entendement ne me paraît avoir absolument aucune idée qui ne lui vienne de l'une de ces deux sources. C'est-à-dire, il n'y a pas à chercher d'autres sources que l'expérience, donc dans la sensation,
et la réflexion sur les sensations qui donne d'autres idées. Les objets extérieurs fournissent à l'esprit les idées des qualités sensibles, c'est-à-dire toutes ces différentes perceptions que ces qualités produisent en nous, et l'esprit fournit à l'entendement les idées de ses propres opérations. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est un des textes de base pour comprendre ce que Locke entend par la table rase et les idées. Alors, il va après détailler, il y a les idées simples, les idées complexes, mais comme je dis, in fine, tout, finalement, part de la sensation. Alors, par rapport à Dieu, simplement, c'est vrai que là, il pose la question. Comment Dieu aurait-il pu ancrer dans les esprits des idées de lui-même aussi diverses et contradictoires? Là, il y a toute la question de la diversité des opinions, des visions sur Dieu qui pose vraiment question. Voilà, il n'y a pas d'idée innée de Dieu, parce que sinon tout le monde aurait eu à peu près la même. Or, il y a diversité, il y a contradiction, donc c'est bien chacun qui se ferait sa propre idée de Dieu à partir de ses expériences, mais quand même, il y a tellement de points communs que ça pose quand même question. Donc là, c'est pas évident. Dieu a toujours posé des problèmes. Alors, autre, peut-être avant de faire la pause, un petit exemple qui est aussi assez significatif. On verra les idées particulières et les idées générales après. Il se pose la question sur l'idée de l'infini. Parce que cette idée de l'infini, elle fait partie quand même aussi des grands questionnements. Locke se demande quels sont les objets susceptibles d'être dits infinis. Et là, il va faire une distinction qui est intéressante. Il dit, au terme de cet examen, je suis obligé d'écarter les objets contenant une qualité. C'est-à-dire, les objets qui définissent une qualité. Par exemple, dit-il la blancheur ou la douceur échappent à la notion d'infini. On ne peut pas dire qu'il y a une blancheur infinie ou une douceur infinie. Il dit, quand il s'agit de qualité, comme ça, on ne peut parler que de degrés. De degrés de blancheur ou de degrés de douceur. Mais on ne peut pas concevoir l'idée d'infini. Pourquoi ? Parce que l'idée d'infini, on ne peut se la construire qu'en ajoutant une quantité à une quantité existante. Donc il dit par exemple, pour les poids, les mesures, c'est-à-dire les choses quantitatives, là on peut arriver par ajout successif à cette idée d'infini. Alors, je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire qu'il arrive à cette notion d'infini par une expérience concrète d'un accroissement. Il décortique. C'est-à-dire, il décortique. Il part d'une quantité et, mettons, un poids, un objet pesant. Bon, s'il pèse 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, on ajoute des quantités et on arrive au moins à concevoir peut-être cette idée d'un poids infini. Et oui, bonté, la bonté. Ça n'a pas de limite, ta bonté. Pour Locke, il dit c'est une qualité. On ne peut pas rajouter une quantité de blancheur ou de douceur, et je pense qu'il aurait dit la même chose de la bonté. Donc, on ne peut pas considérer qu'une qualité soit infinie. Seule une quantité peut être infinie. Alors là-dessus, Leibniz va lui répondre, parce que lui, le calcul infinitésimal. Mais, alors c'est intéressant pour voir comment il raisonne. Voyez, c'est toujours par expérience, donc par accroissement successif. Et si on ne peut pas faire cet accroissement, parce qu'on ne peut pas dire j'ai 1 kilo de blancheur, ou j'ai 1 kilo d'amour, ou 1 kilo de bonté. C'est pas possible. Plus blanc que blanc. Voilà, donc plus blanc que blanc, Locke dit, c'est des degrés.
C'est des degrés. Mais aucune publicité ne va vous promettre une blancheur infinie. C'est vrai, hein, depuis que j'ai lu ça, je regarde bien, j'écoute bien les publicités, c'est toujours plus blanc. C'est un comparatif. Mais il n'y a pas de notion d'infini. Ça veut dire, et là on voit bien l'opposition avec une vision socratique ou platonicienne, que l'homme ne peut pas avoir l'idée ou ce principe d'infini en lui, puisqu'il ne le peut le construire qu'à partir de l'expérience, et que l'expérience porte sur des choses concrètes. Et ça pose de nouveau le questionnement des attributs divins qui sont par nature infinis, et on se demande d'où ils viennent. Parce que Dieu ne se mesure pas. Enfin, en principe. Pas pour tout le monde. Bon, donc, comme il dit, alors ça je trouve c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit bien, disons, la vision empiriste, notre idée de l'infini dérive des sens. Donc, notre idée de l'infini est dépendante de nos sens. Là encore, on a une subordination de nos idées au sens. Et donc, c'est le principe d'addition. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on va le voir, mais on va faire la pause avant, sur le problème des idées particulières et des idées générales, où, pour lui, de manière très lapidaire, on va dire qu'une idée générale n'est qu'en fait qu'un processus, là aussi, mathématique, non pas d'addition, mais de soustraction à partir d'idées particulières. On prend plein d'idées particulières, on voit ce qu'elles ont en commun, donc forcément, on va soustraire de ces idées ce qu'il y a en commun. Donc c'est une réduction, en fait, à partir d'idées particulières pour avoir une idée générale, et c'est en cela que pour lui, il n'y a pas d'idée générale. Il n'y a que des idées particulières. C'est le raisonnement du texte, idées particulières et idées générales. Les idées générales sont des fictions. Et ça va très 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 loin. Ce sont des idées. Le cheval, Platon, et l'idée cheval. Ah voilà, ça pose la question. C'est vraiment intéressant parce qu'on revient à plusieurs siècles en avant, hein, avec la fameuse question d'Aristote, qui disait à Platon, bon, c'est gentil, mais moi, j'ai vu des chevaux, donc je sais ce que c'est que les chevaux, je vois à peu près ce que c'est qu'un cheval. Par contre, l'idée cheval, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, donc ça n'existe pas. Enfin, pour Aristote, et c'était la grande question, et Locke va reprendre cet argument, je n'ai une idée du cheval que parce que j'ai vu un cheval. Et j'ai vu un cheval, des chevaux, et je vois que ça se ressemble, hein, c'est comme une table, je vois une chaise, je vois plusieurs chaises, plusieurs tables, tiens, je dis, ça se ressemble, donc c'est une table, c'est une chaise, c'est un cheval. De là à dire qu'il existe ou qu'il préexiste une idée cheval, ou une idée chaise, ou une idée table, ou une idée lit, hein, comme disait Platon, c'est autre chose. Ce qu'on peut discuter, c'est la préexistence de l'idée sur les... Et oui, mais ce que Platon va dire, c'est que, par exemple, un enfant qui dit chaise, et qui est capable de dire chaise, sans avoir vu toutes les chaises du monde, c'est bien qu'il y a en lui l'idée chaise, et que quand il voit une chaise, il fait le lien entre l'idée chaise et la chaise, sans avoir vu toutes les chaises du monde, parce que c'est ça le problème de rester dans le particulier, c'est qu'il faudrait avoir vu toutes les chaises du monde, tous les chevaux, tout ce que vous voulez, pour pouvoir dire, ah ben, j'en arrive à cette idée générale de la chaise ou du cheval. Puisque peut-être celui qu'on n'a pas vu va aller contre l'idée que j'en déduis. Il n'y a pas aller contre, il y a légèrement modifié l'idée peut-être.
Oui, mais modifier, ça veut dire qu'on s'est fait quand même une idée générale. Ce que Locke va dire, c'est que il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas arriver à ces idées générales. Il est très restrictif. Disons qu'il est très prudent, je vais vous dire de manière plus positive, il est très prudent, et peut-être aussi, à son époque, il combat l'engouement, disons, pour aussi les idées générales, et donc il met bien l'éclairage sur le fait qu'il faut être très prudent sur cette généralisation, parce qu'on est très prisonnier du particulier. Bon. Disons qu'il... il faut le remettre aussi dans le contexte. Remettons-le dans le contexte, oui. Remettons-le dans le contexte, mais il n'empêche que, contexte historique ou pas, ça pose le même type de questions qu'on avait entre Platon et Aristote. Aristote disant clairement, moi je ne sais pas ce que c'est que l'idée cheval. Et là, il va donner l'exemple de l'idée triangle. Qu'est-ce que c'est que l'idée triangle? Est-ce qu'il faut avoir vu tous les triangles du monde construits pour en tirer une idée générale et qui va être finalement, enfin pour Locke, son argument, c'est de dire que l'idée générale qu'on va en tirer sera de toute façon réductrice par rapport à l'idée particulière. Eh bien oui, mais il dit... Il ne faut pas conclure, il faut rester sceptique. Voilà. Non, mais il est prudent. Il est pas prudent. Il n'est pas mathématicien, parce que l'idée générale, c'est fait d'après une définition mathématique, quoi. Du triangle, du cercle, tout ça. Oui, c'est pas aussi évident. Hein. L'idée triangle. Qu'est-ce qu'un triangle? L'idée triangle. L'idée cheval. L'idée cheval, c'est autre chose parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Oh, il y a beaucoup de triangles. Et les triangles aussi. Mais justement, la remontée, l'enjeu de la remontée, c'est que quelle que soit la multiplicité et la diversité, c'est d'arriver à une idée qui regroupe tout. Alors, comment regrouper tout sans mutiler, sans réduire, sans restreindre? C'est ça l'enjeu. Alors, on fait la pause. Hein, voilà, on a bien mérité la pause. Alors, donc, on va tourner la page, qui n'est pas blanche. Ce texte, idée particulière et idée générale, toujours tiré de l'essai, concernant l'entendement humain, c'est l'une des pages les plus connues de l'histoire de la philosophie. Donc là, vous avez the classique, l'autre aussi, avec la table rase, mais là, vous avez un texte, c'est pour ça que je n'ai pas résisté à la tentation de vous le donner, parce que là, on voit bien la réflexion de Locke. Alors, comme je disais de manière informelle à la pause, ne pensons pas que ce sont ces philosophes, quels qu'ils soient, qui aient voulu faire des systèmes de pensée. Eux, ce sont des pensées en questionnement, en réflexion, en ouverture d'orientation, et on a des génies. Descartes en est un, Spinoza en est un, Leibniz en est un autre, Kant, les grands philosophes. C'est des gens qui ouvrent des voies, qui posent des questions d'une autre manière, mais ils sont tous pleins de contradictions. Et leur pensée n'est pas un système ficelé, figé, etc. C'est les successeurs qui, par souci de simplification aussi, et puis de controverse, vont construire ce qu'on appelle des systèmes de pensée, mais qui ne sont pas le fait des auteurs eux-mêmes, qui se construisent parfois très vite, parfois qui prennent plusieurs siècles, et après qui créent les polémiques. Et après, on en oublie même les textes fondateurs. C'est pour ça que je trouve que quand on peut, il faut toujours revenir au texte. Parce que, vous voyez, le texte qu'on a lu tout à l'heure sur la table rase, supposons donc qu'au commencement,
l'âme est ce qu'on appelle une table rase. C'est une hypothèse. Et après, on va faire dire à Locke, pour Locke, l'homme est une table rase. Alors qu'il y a des nuances, des hypothèses, enfin, qui ne sont pas aussi systématiques. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres endroits, il ne l'est pas dit de manière plus catégorique, mais méfions-nous après de l'édification des systèmes qui sont le fait des successeurs et après des enjeux qui sont évidemment après des enjeux politiques, sociaux, religieux, les chapelles universitaires, oui. Après, ça se mélange à plein d'enjeux qui dépassent largement la pensée. Hein. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas les accuser de tous les maux, pas tous. Alors, idées particulières et idées générales. Il est visible que les premières idées, vous voyez, là, il dit bien, il est visible que les premières idées qui sont dans l'esprit sont celles des choses particulières, desquelles l'entendement va par des degrés insensibles à ce petit nombre d'idées générales qui, étant formées à l'occasion des objets des sens qui se présentent le plus communément, sont fixées dans l'esprit avec les noms généraux dont on se sert pour les désigner. Ainsi, les idées particulières sont les premières que l'esprit reçoit, qu'il discerne et sur lesquelles il acquiert des connaissances. Bon, évidemment, ces deux lignes, elles peuvent être totalement critiquées. En disant, mais non, pas du tout, c'est le contraire. Les idées particulières, elles viennent après avec l'expérience, mais au départ, il y a des idées générales. Enfin, disons, là, on a vraiment un parti pris, plus qu'une hypothèse. Après cela viennent les idées moins générales ou les idées spécifiques qui suivent immédiatement les particulières. Car les idées abstraites ne se présentent pas si tôt ni si aisément que les idées particulières aux enfants ou à un esprit qui n'est pas encore exercé à cette manière de penser. Que si elles paraissent aisées à former à des personnes faites, ce n'est qu'à cause du constant et familier usage qu'elles en font. Car si nous les considérons exactement, nous trouverons que les idées générales sont des fictions de l'esprit. Alors là, c'est une phrase qui a fait le tour du monde. Les idées générales sont des fictions de l'esprit qu'on ne peut former sans quelque peine et qui ne se présentent pas si aisément que nous sommes portés à nous le figurer. Donc les idées générales sont des fictions de l'esprit. C'est-à-dire des sortes de constructions artificielles, mais qui n'ont pas de réalité. Prenons par exemple l'idée générale d'un triangle. Quoiqu'elle ne soit pas la plus abstraite, la plus étendue et la plus malaisée à former, il est certain qu'il faut quelque peine et quelque adresse pour cela représenter. Car elle ne doit être ni oblique, ni rectangle, ni équilatère, ni isocèle, ni scalène, mais tout cela à la fois, et nul de ces triangles en particulier. C'est-à-dire, si on veut faire une idée, une définition générale d'un triangle, on doit aller au-delà de ses spécificités, de ses particularités. Il est vrai que dans l'état d'imperfection où se trouve notre esprit, il a besoin de ces idées, et qu'il se hâte de les former le plus tôt qu'il peut, pour communiquer plus aisément ses pensées et étendre ses propres connaissances, deux choses auxquelles il est naturellement fort enclin. Mais avec tout cela, on a raison de regarder ces idées comme autant de marques de notre imperfection. Ou du moins, cela suffit pour faire voir que les idées les plus générales et les plus abstraites ne sont pas celles que l'esprit reçoit les premières et avec le plus de facilité, ni celles sur qui roule sa première connaissance. Voilà. Donc c'est une mise en garde, on peut le prendre comme une prudence, mise en garde vis-à-vis de ces idées générales, où il dit « La généralité n'est pas un caractère de certaines idées qui permettrait de les opposer aux idées particulières. Il n'existe jamais que des idées particulières, mais on peut faire jouer à ces idées particulières une fonction qui en étend l'usage. » C'est-à-dire, on part d'une idée particulière, on en étend l'usage et ça devient une idée générale. Mais ça,
Ce n'est pas une idée générale. Parce qu'on est resté sur le même plan. Est-ce que vous avez un exemple d'une idée particulière qui est une unité générale? Un exemple d'une idée particulière. L'homme est bon. Voilà. Donc je rencontre un homme bon. C'est pas particulier. Non, mais ça, c'est une pseudo-généralité. Mais je rencontre quelqu'un qui est bon, je rencontre 2 personnes bonnes, 3 personnes bonnes, 4 personnes bonnes. J'en étends l'usage, je dis l'homme est bon. Ça, pour Locke, c'est une idée particulière qu'on érige en idée soi-disant générale et qui n'a rien de général. C'est la somme d'idées particulières. Le français moyen. Oui, ou la notion de... Il Oui. n'existe pas de français moyen. Il y a que des particuliers. C'est-à-dire, comme il dit, on en étend l'usage. C'est très beau comme image. On en étend l'usage. Étendre. Hein? On prend un petit morceau de terre, on l'étend, et ça fait la terre. Bon, ça reste dans un plan horizontal. Ce que Locke dit, c'est que on prend souvent pour verticalisation d'une idée particulière ce qui n'est que finalement une étendue horizontale, et lui refuse donc de prendre pour vertical ce qui n'est qu'horizontal. Donc c'est intéressant parce qu'il met le doigt sur souvent le piège. Hein. Comme il dit, la généralité tient dans une façon de se servir des idées particulières. Or, ce mode d'usage est rendu possible par l'existence du langage. Les mots qui s'attachent à des idées particulières permettent d'en généraliser l'usage. Les idées générales n'acquièrent par là aucune réalité ni aucune vérité, ce sont des fictions. On fait comme si, on use d'une idée particulière comme si elle était générale. Et donc on va dire l'homme est méchant par nature, l'homme est bon par nature. Voilà, et on va dire ça, c'est une idée générale. Pour lui, ce n'est qu'une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Il dit « Je dote les idées générales une sorte de puissance qu'elles n'ont pas, puisqu'elles paraissent contenir toutes sortes d'idées particulières, alors qu'elles ne sont formées que de soustraction à partir des idées particulières. » C'est comme si on prenait des idées particulières et qu'on prenait le plus petit commun dénominateur. Hein, donc voilà, pour arriver à ce qui les réunit tous, et avec ça, c'est ce qu'il appelle soustraction. Et avec ça, on fait une idée générale, mais qui n'a rien de général. Est-ce que l'idée générale est perceptible par l'entendement humain? Non. Pour Locke, non. Il n'y a que les idées particulières qui sont perceptibles. L'abstraction est donc une fiction. Bon, on va arrêter là pour les... C'était pas un bon mathématicien. Il avait raison. Alors, on va aborder rapidement le projet politique de Locke, parce qu'il est très intéressant. Excuse de vous interrompre. Un peu plus haut, on parlait des idées sensations et des idées Réflexion. Alors, est-ce que ce n'est pas des idées générales, des idées réflexions? Non, pour lui, ça reste idées, sensations et idées, réflexions restent des idées simples qui tiennent de l'expérience. Après, il va dire qu'il y a des idées complexes qui sont en fait la mise en relation ou en mode de ces idées simples, mais tout ça reste des idées qui sont ancrées dans l'expérience. Et donc, pour lui, le terme général, en fait, ne veut rien dire. C'est un enrobage, un habillage linguistique de quelque chose qui reste particulier. Vous voyez qu'avec ça, si on va vraiment jusqu'au bout, on ne peut arriver à aucun principe, aucune loi générale. Oui, le paradoxe, qui n'est pas un paradoxe chez Locke, c'est qu'en fait, il faut lire ces textes sur l'entendement et la connaissance et la prise de conscience qu'il en a dans ces textes par rapport à son projet politique. Et ça s'inscrit parfaitement dans son traité sur la tolérance par rapport à la puissance publique et par rapport aux notions qu'il va développer par la suite. On ne peut pas couper, en quelque sorte, sa théorie de la connaissance de sa théorie politique.
l'un ne va pas sans l'autre. Parce que sans quoi, on débouche sur les apories dont Platon parlait, tous les philosophes parlaient. Ce qui est intéressant, c'est de le soumettre, en quelque sorte, à la théorie politique. À la théorie politique. Et d'en faire une entrée de sa conception de la théorie politique qui va venir par la suite. Voilà. Alors, c'est une très très bonne transition vers le projet politique. Alors, je suis d'accord. Simplement, le langage est chronologique. Ça, c'est la grande limite du langage. Et donc, voilà, on va faire quelques éléments de base sur le projet politique. Donc, il va avoir le même souci de s'interroger sur l'origine de l'autorité politique dans ces deux traités de gouvernement civil et dans son essai sur la tolérance, dans ses lettres sur la tolérance. Quelle est l'origine de l'autorité politique? Donc, il va critiquer le principe selon lequel l'autorité politique royale se fonde sur une logique héréditaire. Ça déjà, c'est un premier niveau de critique. Il ne croit pas au fonctionnement héréditaire, ou à la transmission héréditaire de l'autorité politique, déjà. Et ensuite, il va apporter une réponse plus constructive à la question de l'autorité, de la souveraineté. Il prend pour point de départ l'état naturel de l'homme. Il prend comme point de départ l'homme, en bon empiriste qu'il est. Et l'homme à l'état de nature, chez Locke, est complètement différent de ce qu'il est chez Hobbes. Il a une vision beaucoup plus optimiste, disons, et confiante sur l'homme. Pour Hobbes, vous vous rappelez, l'homme à l'état de nature, c'est la guerre. C'est chacun pour soi, c'est les égoïsmes, c'est les désirs. Et c'est pour ça qu'il faut une souveraineté puissante et forte pour que tout le monde, abandonnant une partie de cette souveraineté, ça puisse fonctionner. Pour Locke, l'état naturel de l'homme, c'est nous sommes tous libres, égaux et indépendants. Vous voyez, c'est radicalement opposé. Libre, égaux et indépendants. Donc, si l'établissement d'un gouvernement civil est nécessaire, ce n'est pas pour sortir d'un état de guerre, mais pour respecter cette naturalité de l'homme qui est bonne et positive. C'est pour mieux nous protéger, protéger chaque être humain de ce qu'il a naturellement. Vous voyez, c'est une vision très différente, vraiment très différente. Et donc, il va proposer une solution qui à certains a paru contradictoire. Il dit « Le gouvernement civil est un correctif à l'état de nature ». Mais pas du tout dans le sens de Hobbes, un correctif dans le sens qu'il permet de mieux protéger nos droits naturels. Donc, nous avons, à l'état de nature, nous avons ces qualités de liberté, d'égalité, d'autonomie, et justement, parce que nous sommes égaux, nous pouvons tous exprimer ces éléments, et il faut une structure donc de pouvoir, de souveraineté qui garantisse à chacun cette égalité de droits pour que personne n'en use et n'abuse au détriment des autres. Donc c'est plus un correctif préventif, je dirais, que de se dire oh là là, l'état de nature c'est la guerre, donc il faut une autorité bien verticale, bien autoritaire. Donc, il dit le problème posé par l'état de nature est que chacun a le même pouvoir de juger et de punir ses semblables. On a les mêmes droits à l'état de nature.
même pouvoir de juger et de punir ses semblables. Et donc, comme il se peut que l'homme soit quand même un peu partial et peu équitable, hein, ça peut faire partie quand même des possibilités, le gouvernement doit lui servir de correctif en l'obligeant à remettre son pouvoir naturel entre les mains de la société. Donc là aussi, il y a un abandon de souveraineté de la part des citoyens pour arriver à une sorte de pacte contractuel pour que la société puisse marcher correctement. Mais voyez, c'est pas du tout la même vision que Hobbes, où on a la guerre et il faut vraiment une souveraineté de droit divin, enfin vraiment absolue, qui soumette tout le monde pour avoir, disons, la paix, que là on part des droits naturels des hommes, et avec l'instauration d'une souveraineté ou de gouvernement qui puisse assurer la protection de ces droits, avec donc l'abandon de certains droits au profit de la collectivité. Mais, comme on va le voir, et ça c'est très intéressant chez Locke, avec une vigilance que doit avoir chaque citoyen sur le fait que cette autorité politique ne déborde pas, ne devienne pas illégitime, et si elle devait le devenir, il a le devoir de résistance, voire de désobéissance civile. Ça, c'est bien. Disons que, vous voyez, on est très peu après Hobbes, mais là, on a, et alors évidemment, un retentissement énorme des écrits de Locke sur la tolérance au gouvernement civil, parce que ça donne à l'homme, à chaque citoyen, des prérogatives, mais aussi une responsabilité. C'est pas simplement le citoyen soumis à l'autorité souveraine. C'est le devoir de vigilance et de responsabilité, puisque cet équilibre politique et social, c'est à chacun de le défendre. Oui. Et ça va énormément influencer les penseurs de la Révolution américaine, par exemple, la Constitution américaine. Oui, tout à fait. Ça va être... Donc, vous voyez, ce philosophe, quand même, a un retentissement au niveau éthique et politique énorme. Américaine et française. Oui, mais bon... Oui, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration française, oui, l'article 2 s'inspire de cela. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Déclaration américaine, la Constitution américaine, ça sera avec Tocqueville, oui. On a une Constitution qui date du milieu du XXe siècle. La Constitution américaine, elle date de 1776, oui. Et elle est actuellement en train d'être revisitée par l'État politique américain, mais on est toujours avec la première Constitution, exactement la même. Bon, là on a un représentant anglo-saxon qui dit « Ah, vous êtes américain? Ah, bon !» Donc, voilà. Alors, donc le raisonnement de Locke est vraiment intéressant. Il dit, puisque nous avons tous le pouvoir législatif et exécutif dans l'état de nature. Donc, vous voyez, il place beaucoup de choses dans l'état de nature. Ce qui est cohérent avec la démarche empiriste, qui est quand même de s'intéresser à la richesse de chaque être humain. Donc, nous avons tous le pouvoir législatif et exécutif dans l'état de nature. Personne n'a le droit privilégié d'exercer un tel pouvoir à l'exclusion ou au détriment des autres. Donc, renoncer au pouvoir de juger au profit de la communauté, c'est-à-dire établir un gouvernement civil, doit donc nécessairement passer par le consentement. On doit avoir des citoyens et des individus
consentant et non pas subissant ou soumis, parce que dans le système de Hobbes, c'était quand même, il fallait avoir une conscience de l'intérêt général très, très développée pour pouvoir accepter cette soumission. Là, il n'y a pas de soumission, il y a consentement mutuel. Et c'est pour ça que la souveraineté politique ne peut se fonder finalement que sur des accords contractuels, hein, donc cette idée de contrat, de pacte, hein, de contrat, entre des hommes qui conviennent de céder leur pouvoir naturel afin de mieux les protéger. Mais de protéger leurs droits naturels. Ça, c'est vraiment intéressant, cette valorisation de l'état de l'homme à l'état de nature. C'est-à-dire que la société, par rapport à nature, culture, hein, la société, le pouvoir politique est là pour respecter les droits naturels. Vraiment qu'il a... Donc sur le plan théorique, cette réflexion a eu un énorme retentissement. Notamment, elle a joué un rôle fondateur dans la tradition de la théorie du contrat et du libéralisme. On peut citer le travail de John Rawls au XXe siècle, l'auteur de la théorie de la justice, qui constitue une des dernières expressions de cette nécessité du contrat. Rousseau va reprendre cette idée du contrat social, avec aussi cette valorisation de l'état de nature, mais il n'est peut-être pas allé aussi loin que Locke sur cette vision. Alors, au niveau pratique, ces écrits ont une influence déterminante sur les philosophes des Lumières, et notamment Voltaire. Voltaire a tout à fait... il a été enthousiaste sur cette idée, c'est ce qu'il exprime dans les lettres anglaises, avec Montesquieu, sur l'esprit des lois, donc énorme retentissement au siècle des Lumières de la pensée de Locke. C'est pour ça qu'elle mérite vraiment d'être étudiée, parce que, même si on ne le dit pas, où il n'y a pas forcément la paternité, il est reconnu, il a été vraiment à l'origine de beaucoup d'idées. Oui. Et en Angleterre, toute l'idéologie libérale va s'en inspirer, et les pères fondateurs américains, comme on disait tout à l'heure. Alors, autre élément révolutionnaire et qui va être très important, il examine les conditions de la dissolution d'un gouvernement illégitime. Alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe de par le monde, on pourrait relire Locke, ou le lire, parce que... oui, parce que c'est une bombe. Il dit, le peuple a toujours le droit de dissoudre tout gouvernement qui s'écarterait de sa propre raison d'être. C'est pour ça qu'il y a cette idée de vigilance, de responsabilité du citoyen par rapport à ce gouvernement, cette souveraineté qui n'est pas donnée, c'est pas un blanc-seing qui est donné, c'est un contrat. Et si le contrat n'est pas tenu, il y a l'obligation de résister et d'arriver à la dissolution du gouvernement. Tout gouvernement légitime doit s'accorder avec la loi de la nature. Et s'il s'écarte de cette loi de nature, eh bien, les citoyens doivent, c'est pas simplement qu'ils peuvent, mais ils doivent résister et dissoudre. Donc, on dit que ces arguments ont été déterminants pour la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, et pour la déclaration, donc les déclarations, les constitutions, comme on disait, américaines et françaises. Et ça a suscité une réflexion sur différentes formes de résistance légitime, particulièrement dans les pays anglo-saxons. Je crois que ça a plus effectivement eu de répercussions dans les pays anglo-saxons, même si, disons, en France, il y a eu quelques inspirations, mais qui ont été après peut-être oubliées au profit de cette tradition quand même un peu centralisatrice
que nous avons en France. Tocqueville, ça n'est pas inspiré? Si, Tocqueville, oui. Tocqueville, oui. Ouais. Alors, on peut dire aussi qu'il peut y avoir un lien avec le fameux essai sur la désobéissance civile, hein, de l'écrivain américain Thoreau, hein, Henry David Thoreau. Certains disent que la résistance du Mahatma Gandhi en Inde s'est inspirée de ces principes lockiens. Et aussi les discours militants de Malcolm X, vous savez, aux États-Unis, un des chefs de file du mouvement nationaliste aux États-Unis, qui se serait inspiré de ces principes politiques de Locke. Hein, donc, jusqu'à une période tout à fait contemporaine, hein, et récente. Bon, voilà, quelques éléments. Donc, ce qu'il faut lire, c'est les traités sur le gouvernement civil et les lettres sur la tolérance, avec ce concept de tolérance qui est extrêmement profond, qui n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par tolérance, hein, qui est quelque chose d'un peu plus superficiel, mais comment arriver, comment vivre la véritable tolérance, hein, le véritable pacte contractuel, ce qui est une autre affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment une vision de la nature humaine qui est extrêmement positive, hein, par rapport à ce qu'on a vu de Hobbes. Et donc, cette nécessité de vigilance, de vérification de la légitimité de l'autorité politique. Comme tu l'as dit, c'est l'article 2 de la Convention des droits de l'homme. Tu disais tout à l'heure, je crois, oui. Je crois que de mémoire, ce sont les droits naturels et imprescriptibles, oui. que sont la sûreté, la propriété et la liberté. Oui. Donc je veux dire, c'est exceptionnel de voir qu'il l'a défendu avant qu'il soit inscrit dans le droit. Et ce qui pourrait rapidement expliquer, enfin, c'est mon avis, la crise politique actuelle, puisqu'on voit bien qu'il naît depuis 10, 15, même 20 ans des fondations complètement décorrélées du système politique pour dire on est basé sur les articles 1 à 10 ou 14 de la Convention des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, on ne se reconnaît plus du tout dans ce qu'on a été fiers de part en tant que citoyen français, comme par exemple le discours de Portalis sur la promulgation du Code civil en 1802. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pour ça que Locke, je trouve que c'est une influence inouïe. Oui. Parce que en fait, je crois qu'effectivement, il y aurait une réflexion intéressante à mener. Comment le triptyque que nous avons de liberté, égalité, fraternité, devise républicaine, parce que souvent on dit ces trois éléments qui ne peuvent pas coexister parce que, bon... et en fait, dans la vision lockienne, ça peut coexister. Puisqu'il y a fondamentalement dans l'état de nature liberté, égalité, et ensuite par là, le pacte et le contrat, il peut y avoir tolérance et fraternité. Donc c'est, hein, je pense, intéressant. Il y a un élément intéressant aussi, c'est sa séparation des pouvoirs par rapport à l'exécutif et le législatif, oui. Et la non-prolifération du politique, du religieux dans le politique. Du religieux dans le politique. C'est-à-dire qu'en fait, l'État s'occupe en quelque sorte des lois et de la paix civile, et le spirituel, il ne s'en occupe pas. Il n'y a pas de possibilité aux religieux d'inverser le cours. C'est ça. Alors là, c'est un petit peu différent de ce que disait Hobbes. Hobbes disait l'Église doit se soumettre comme n'importe quel citoyen à l'autorité souveraine, mais effectivement, là, il critique ce que je disais, la théocratie, l'union des pouvoirs temporels et spirituels dans la même entité. Donc là, il y a vraiment séparation. C'est énorme. Il y a une différence entre la société du Moyen-Âge et la société d'après la Renaissance, 17e, 18e. Est-ce que Locke parle du banquier usurier et de l'importance de la finance? Parce que quel est vraiment le nerf de la guerre au 21e? L'argent. Le droit de propriété, bon, effectivement, on a le droit de propriété, mais on n'a pas le droit sur notre argent.
puisque notre argent a une valeur et on n'a aucun droit sur notre argent, on nous prend notre propriété en nous prenant notre argent, tout simplement. Une banque peut venir et me prendre ma propriété dans des règles qui ne sont pas écrites dans la Constitution. Est-ce que Locke parle de l'argent, de la finance? Non, non, c'est pas son propos. Par contre, d'autres vont davantage développer cet aspect-là. Je pense à Jeremy Bentham avec la notion de l'utilitarisme, où il y a un certain nombre d'économistes anglo-saxons qui vont un peu s'appuyer sur cette vision libérale ou néolibérale. Donc d'autres vont s'en inspirer et vont développer leur théorie. Je pense à Adam Smith ou Stuart Mill, enfin des gens comme ça. Mais lui-même, non. Il est suffisamment occupé avec le côté politique, religieux et vraiment l'entendement. Il est trop au début de la création du monstre. La Cité de Londres, la corporation de la Cité de Londres... C'est plus tard. Elle est créée à cette époque-là, je crois que c'est 1633. La création de la corporation de la Cité. Ouais. Peut-être que c'est trop tôt pour que... Et lui ne se rend pas compte du monstre qui est à l'intérieur du système. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, oui. Il n'en a pas encore l'expérience. Tout à fait. Bon. Ah oui, le monstre, la finance. Oui, oui. Nous, on a l'expérience. Une petite expérience. Bon, donc voilà pour Locke. La semaine prochaine, on verra deux autres, Berkeley et Hume, et qui vont chacun développer des idées encore différentes, très très différentes. Vous voyez, ça permet de faire voler en éclats cette notion d'empirisme comme un bloc, parce qu'en fait, c'est pas un système, voilà.